Mon enfance a été très difficile, car à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à travailler dans les carrières de sable à cet âge, ce qui était très pénible pour un enfant de 10 ans. Et après, par la suite, beaucoup de difficultés dans la vie, dont notamment le fait que mes parents avaient divorcé. Prédateur ou proie, c'est un choix qu'on est toujours appelé à faire. Parce que soit tu es gagnant, soit tu es perdant. Pour moi, être imbattable, c'est la détermination. C'est avoir une foi inébranlable. C'est se relever à chaque fois qu'on tombe. Se relever tellement que ça devient une habitude de se relever. La confiance pour un imbattable, c'est l'élément clé. Parce qu'il faut pouvoir croire en soi d'abord, que ce soit dans la défaite comme dans la victoire. Parce que la défaite ne reste une défaite que quand on n'en tire pas des leçons. Et vous, quel est votre choix? Comme moi, soyez imbattable. Rejoignez MTN, le réseau indomptable. It's great to feel at home wherever I go, but it's even more awesome to connect to the world without leaving my home. And with all my family, it's just amazing. Not to worry, everyone can be connected and browse at the same time. For that, we need the indomitable internet. So we choose MTN Home, which gives us up to 225 gigabytes of data and super fast connection for my whole family. With MTN Home, I'm unbeatable even at home. Bonjour à tous et bienvenue à notre premier programme des Yellow Women Talk, programme qui a vocation à accompagner les femmes dans le développement de leur leadership, mais aussi des compétences nécessaires dans le cadre de leur travail au quotidien. It's a pleasure to welcome Ren Esombadje and Cheta Bile. Ren is the Vice President of the first Employer Work Association in Cameroon, and Cheta Bile is one of our best journalists in our country. Alors, comme je le disais, ce programme cadre avec les aspirations de MTN parce que la diversité est au cœur de notre activité. La diversité est la clé et nous tenons à cœur de faire en sorte que nos femmes puissent avoir les compétences de manière à pouvoir supporter au quotidien l'atteinte des objectifs de notre entreprise. Mais à côté de cela, étant une entreprise socialement responsable, nous avons également le devoir d'accompagner la communauté. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nos clients sont là pour assister à ce talk spécial parce que nous souhaitons, comme je l'ai dit dès le départ, être le moteur qui soutient le développement des femmes. Merci Cheta et merci Ren. Je voudrais préciser qu'aujourd'hui, ce programme fait partie des points fondamentaux du groupe MTN qui, évidemment, soutient la femme au quotidien. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Surtout, je dis aux femmes, profitez. Cet événement est le vôtre. Ce talk est pour vous. Posez des questions. Profitez-en au maximum. Merci. C'est avec beaucoup de plaisir, Madame, Monsieur, un très grand plaisir, que je partage cette expérience de recevoir Madame Ren Esombadje dans ce choix qu'elle fait aujourd'hui de transmettre une partie de son parcours, de transmettre les leçons qu'elle a pu tirer jusqu'ici de son parcours. C'est un très grand plaisir, Ren, et c'est également un geste noble que tu as, parce que première femme, première vice-présidente du JICAM, présidente de la commission économie numérique du JICAM, chef d'entreprise, experte internationale, tu aurais pu trouver un bon million de raisons très peu attaquables de te trouver indisponible. Alors, bonjour, et pourquoi avoir dit oui? Ça aurait été tellement facile de dire, bon, j'ai vraiment à faire. Bonjour Cheta, bonjour à toutes et à tous ceux, en tout cas tous les hommes un peu courageux qui nous font l'amabilité de soutenir les femmes et en tout cas le leadership féminin. Je crois que les nations se construisent
avec des personnes qui s'engagent pour des causes et l'engagement pour le leadership féminin est une cause qui nous concerne tous, pour laquelle on doit prendre du temps. Comme certains ont pris du temps pour construire des démocraties, nous avons besoin de prendre du temps pour avoir une société qui soit plus égalitaire, plus inclusive et donc plus performante. Et tu es d'ailleurs à ce point engagé dans le soutien au renforcement des capacités des femmes, au gender empowerment, que tu as toi-même lancé une initiative. On va dire quelques mots là-dessus. C'est Women Mentor, We Mentor, et aujourd'hui c'est devenu E-Mentor. En effet, c'est vrai que dans le cadre des activités que nous faisons, notamment pour attirer de plus en plus de jeunes femmes dans les filières scientifiques et technologiques, ce qu'on appelle communément STEM, on s'est rendu compte qu'elles avaient besoin d'un vrai accompagnement à l'insertion professionnelle. Ça nous a conduit à lancer le WoMentor, qui est un programme qui nous permet de pairer des femmes, des jeunes filles, avec des femmes chefs d'entreprise ou des professionnels du secteur des TIC. À la lecture du Covid, on s'est dit que d'abord, le pairing, une personne, donc une mentor et une mentorée, est compliqué et qu'en plus avec le Covid on n'a pas cette possibilité de se voir. Donc comme nous sommes un peu issus du monde du numérique, on a la possibilité de mettre une plateforme en ligne, le WoMentor Academy, et de basculer le programme donc sur une version full en ligne, donc le e-WoMentor, où des femmes vont continuer à apporter leur soutien à d'autres femmes. Mais avec une initiative comme celle-là, venir sur un plateau comme celui-ci, c'est bien démontrer que, à ton sens, il n'est pas question de se faire concurrence dans ce domaine-là, mais davantage de faire synergie, de multiplier les initiatives et d'avancer tous ensemble. C'est bien comme ça que tu l'entends? Tout à fait. Je pense clairement que le champ à défricher est tellement large qu'il faudrait des millions comme nous pour y arriver. Et comme nous sommes que peu nombreuses à nous intéresser à ce sujet, on a vraiment besoin de se serrer les coudes, de travailler ensemble, chacun pouvant apporter sa pierre à l'édifice, s'adressant à des femmes de divers backgrounds éducationnels ou sociaux. Et aujourd'hui, clairement, on a encore des femmes qu'on laisse sur le carreau. Hein. Si on prend toutes les femmes qui sont au-dessus de 50 ans ou toutes celles qui sont dans les communautés rurales, il n'y a pas vraiment de programme spécifique pour adresser leurs problématiques. Donc, il y a à faire et on doit soutenir, on doit s'entraider mutuellement pour arriver justement à avoir un réel impact. Alors, Femmes et Digital, c'est bel et bien le thème profond de ce talk cet après-midi avec Reine Bang et Sopmadje et toutes les dames et les messieurs qui sont avec nous aujourd'hui. Mais il s'agit globalement de dire aux femmes, de dire aux jeunes filles, allez-y et lancez-vous, the sky is the limit. Mais l'une des questions qui revient souvent quand on leur tient ce discours, c'est quelle est la part de la détermination, de l'autodétermination, et quelle est la part des circonstances et des chances. Je voudrais convoquer ton parcours au sein du GICAM, qui est quand même, je ne m'avance pas en disant, l'une des plus importantes plateformes du patronat au Cameroun, pour savoir, did you arrive as the first female vice president at GICAM because you wanted to, or because of the situation, because GICAM was ready for women? Thank you for that question. You know, I think that first of all, when I first came at GICAM, my intent was basically to develop the digital economy in GICAM. And having a digital economy committee is some of the legacy that I'm a little bit proud of, because it wasn't there before back in 2017, and that was the beginning. And lately, with the COVID-19, we got a lot of exposure of what the digital can do to an organization, can provide in terms of solution, especially when you cannot move from one place to another. So I think that it's probably some of the engagement I had within the organization since long time. And in addition, probably circumstances and also blessing. I think, I didn't come at GICAM, thinking that I want to reach that place. It hasn't been the case, and it's absolutely not the case.
I think that whenever I do, and this is a kind of philosophy I have in life, I need to do it well, dusted and done properly, so that I can make a positive impact. So that's, you know, the only things that drive my mind whenever I do anything. So I think that probably it's just some of the thing you got because you are engaged, you are there, and you know you don't expect anything, and then it just comes to you. Alors cette expérience au GICAM, notamment depuis 2017, la mise en avant de l'économie numérique dans la manière dont ce regroupement patronal fonctionnait jusqu'ici, qu'est-ce que tu en tires comme leçon? Je dirais deux choses. La première, c'est que le chemin est encore très 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 long, parce que beaucoup d'entreprises voient encore le digital comme une grande nébuleuse, quelque chose d'inaccessible, utile seulement soit pour les geeks, soit pour les grandes entreprises, quelque chose qui est un centre de coût et non pas un centre de profit. Et donc, il y a toute une éducation à faire auprès des chefs d'entreprise, parce qu'il faut dire la vérité, hein, les technologies, le numérique, ça coûte. Ça permet d'optimiser des process, ça permet de faire des économies d'échelle, mais quand on a une masse, en tout cas une surface assez large. Alors pour des petites et moyennes entreprises, souvent ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est souvent la survie. Donc le chemin est encore long, mais il faut avouer qu'il y a un travail d'éducation, de sensibilisation, d'accompagnement de ces entreprises que nous mettons en place en leur mettant à disposition un certain nombre d'outils et de bonnes pratiques gracieusement, fruit donc du travail de cette commission économie numérique. Nous avons par exemple fait des chartes que nous avons mis gracieusement à la disposition des entreprises du GICAM. Nous avons mis en place un certain nombre de plateformes, une application Android qui permet justement d'être connecté au GICAM, que l'on soit adhérent ou pas. Et vraiment, nous avons mis récemment un livret qui est un recueil de compétences, de toutes ces compétences digitales qu'on a au Cameroun. La difficulté lorsqu'on a un besoin dans ce domaine-là, c'est que souvent on ne sait pas à qui s'adresser et qu'on n'a pas suffisamment de recul pour être sûr que le professionnel auquel on s'adresse est fiable. Et donc, en leur apportant toutes ces solutions-là, on permet aux entreprises de gagner du temps et tout de suite d'avoir vraiment la bonne personne pour leurs besoins. And how do you see men or female entrepreneurs reacting to those tools you are proposing to them? Is there a difference? I think that given your age, you will get a different perspective. Obviously, for what we call the digital natives, those young people who were born with a smartphone in their hands, they are, so familiar to that environment. But boys and girls the same? Boys and girls the same, at least when it comes to basic features, like using a smartphone. When you are talking about coding or being an electrical engineer, that's another story. But we can talk about that later on. Then, if you are aging a little bit, being in a kind of situation where you have discovered the radio, the television in black and white, and then the television in color, and now the television on your smartphone, it's a little bit difficult for you because the world is evolving rapidly and, you need to adapt. So for those people, they need to be reassured. They need to get confidence in the use of all those digital tools. So approach is very different, and the way people react to the tools is very different. Obviously, they're all very happy, but they don't use it. So there is a lot of change management we have to do, to educate them about the benefit they can get from the tools. Alors pour ces dames d'un certain âge qu'on vient d'évoquer, qui ont peut-être un peu moins d'agilité que les plus jeunes à s'approprier tous ces outils nouveaux qui permettent aux entreprises de grandir. Pour celles qui veulent quand même essayer, par quel bout commencer? Quel petit caillou ramasser pour retrouver son chemin? D'expérience, la première chose qu'elles ont envie de faire, c'est de pouvoir justement être visible sur les réseaux sociaux. Alors, pour être visible sur les réseaux sociaux, je dirais que même moi, je prends des cours auprès de mes nièces pour apprendre à faire des photos, des selfies et autres. Donc ça, vraiment, c'est à l'usage.
Après, nous, on va surtout les mettre en confiance, leur expliquer comment agir dans un environnement sécurisé. Vous savez, l'Internet, ou en tout cas la technologie, c'est bien, mais ça présente aussi un côté pervers ou des risques. Et parfois, le risque fait que des personnes n'osent pas. Donc, c'est leur expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment reconnaître un email frauduleux, une sollicitation frauduleuse, comment détecter un faux compte, comment mieux se vendre, mieux se mettre en valeur sur les réseaux sociaux. Et je dirais que spécifiquement, quand on fait appel aux femmes, naturellement, nous n'avons pas l'habitude de nous mettre en avant. Je veux dire que les hommes le font assez naturellement et se survendent même. Si vous demandez à un homme, il va vous dire même plus que ce qu'il fait. Alors qu'une femme, elle vous dira un petit peu moins que ce qu'elle sait faire. Donc, c'est leur expliquer qu'il faut pouvoir oser se mettre en scène et puis leur donner des petites astuces. Autour du digital, il y a toute la partie communication qu'elles doivent aussi appréhender parce que la façon dont on communique à l'heure actuelle est un peu différente de ce qu'on faisait avant. Dans la démarche qu'elles doivent avoir à partir d'elles-mêmes, pas attendre, est-ce que il faut forcément passer par des formations formelles, s'inscrire dans des ateliers, participer à des conférences, étant entendu que parfois, certains de ces événements demandent de débourser quand même. C'est vrai que les organisateurs disent toujours que c'est des sommes minimes, mais l'une avec l'autre, ça fait parfois beaucoup pour certaines femmes. Est-ce que c'est un passage obligé, la formation formelle à tous ces outils, ou est-ce que sur le tas, en apprenant, on peut est-ce qu'on a des chances d'y arriver si on ne prend pas de formation formelle? Alors, ça dépend des capacités des unes et des autres, mais même nous qui sommes ingénieurs et techniciens, on fait ce qu'on appelle le lifelong learning, c'est-à-dire qu'on se forme, il y a des nouvelles technologies, on apprend à les connaître, à les découvrir, à les appréhender, on écoute d'autres experts et ça augmente aussi notre capital savoir. Ce domaine-là, c'est un petit peu comme la médecine. Il n'y a pas un statu quo, un moment où vous savez tout. Il faut toujours prendre le temps de se former. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des ateliers qui sont gratuits. C'est vrai qu'il y a des formations payantes, mais on a des ateliers qui sont gratuits. Et il faut prendre la peine de suivre ces ateliers-là, de se remettre vraiment un petit peu en question, d'apprendre ce qu'on ne sait pas, des jeunes ou des plus jeunes parfois. Et c'est ce qui va permettre d'être justement un peu plus en confiance dans cet environnement. Donc, y compris pour les ingénieurs de formation et les techniciens, on a tous besoin, quand il s'agit du domaine numérique et technologique, il s'agit de se former tout le temps. Alors, de manière générale, la présence des Camerounaises dans le digital est jugée susceptible d'amélioration, mais ton regard précis sur cette situation, ton niveau de satisfaction, c'est « mais alors, pas du tout, à peu près ?» Alors, moi, j'ai plutôt tendance toujours à regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, je pense que chaque petit effort apporte quelque chose et que c'est cette somme d'efforts qui permet d'atteindre finalement les objectifs. Je dirais que de façon générale, quand on veut améliorer un environnement comme celui-là, on gère à la fois les politiques publiques, les initiatives gouvernementales, les initiatives privées, l'éducation, l'alphabétisation numérique. Donc il y a tout un ensemble de choses, y compris même le financement de ces initiatives-là qui font que l'impact est plus grand. Je dirais qu'au niveau du Cameroun, on a encore fort à faire si on veut avoir un réel impact. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on est incapable dans notre pays de dire sur toutes les filles qui sont issues de filières ou de bacs scientifiques, combien poursuivent des études dans les filières STEM. On est incapable de le dire et c'est difficile d'avoir une politique ou une action avec un impact si on ne mesure pas, si on ne quantifie pas, si on n'améliore pas. Il est vrai qu'il y a eu des initiatives, qu'il y a des choses qui sont faites, mais ça reste encore suffisamment embryonnaire et surtout en silo et ça empêche d'avoir cet impact global là que l'on souhaite atteindre. Donc je dirais que on en fait un petit peu, mais on pourrait vraiment aller beaucoup plus loin. On pourrait y investir comme font d'autres pays. On pourrait y investir vraiment des sommes conséquentes et on pourrait surtout mesurer la portée de nos actions. And I was about to ask to you can we compare the situation in Cameroon and in
in other countries to better understand what you are saying? Well, I think that maybe countries like, let's say, Côte d'Ivoire or Senegal or other countries, but as Cameroon. Okay, if you're looking to Côte d'Ivoire or Senegal, I think we are a little bit behind, because if you look at the ecosystem and you can see some of their digital champions, you will see that they are very young, working on artificial intelligence, having, like, very good companies and having the support of their government and also from international institutions. So we are a little bit lagging behind. It doesn't mean that we don't have some digital champions here in Cameroon. We do have some. They have won a lot of prize, but still we need to see someone, or at least a bunch of young women creating their own company, having customers, and making benefits only from the product they are selling. And if you look at that, those facts, I think that we are not there at the moment, and we are still behind, a little bit behind the other country you mentioned. Donc l'environnement au Cameroun gagnerait à être amélioré pour permettre aux femmes de saisir davantage les opportunités dans ce domaine-là? Clairement, l'environnement gagnerait à être amélioré. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui simplement attendre du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille des politiques publiques sans que ce soit en perspective avec d'autres ministères, ministère de l'Éducation, ministère de l'Industrie, ministère des Postes et Télécommunications. Si on veut avoir un vrai impact dans ce domaine-là, il faut que tous les départements ministériels concernés travaillent dans une politique gouvernementale coordonnée avec l'appui des organisations internationales et du secteur privé pour pouvoir réellement avoir des chiffres, des championnes digitales nationales. Et en la matière, en ce qui concerne le déploiement des institutions publiques, dans votre travail d'expert, vous travaillez souvent avec ces institutions. Vous leur tenez certainement le langage que vous venez de nous décrire, mais comment sentez-vous leur positionnement, leur envie de bouger ou pas? Croient-ils vraiment dans le rôle qu'ils sont censés, que ces institutions croient-elles vraiment dans le rôle qu'elles sont censées jouer pour le développement du numérique, du digital et pour l'accompagnement des femmes dans ce domaine? Je dirais qu'en ce qui concerne le numérique, tout le monde a compris, en tout cas après le Covid, il y a un numérique avant et un numérique après Covid. Donc le numérique après Covid, il ne s'explique pas, il se vit. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre département ministériel et que les gens ne peuvent pas venir travailler, que on vous convoque sur des réunions sur Zoom, donc vous commencez à utiliser les outils de vidéoconférence, là on vous l'explique plus, vous le vivez, c'est quelque chose qui s'impose à vous. Maintenant, la vraie question, c'est quel budget, quels moyens on met, sous quelle échéance, pour quelle politique publique et pour quels résultats. Et je pense que c'est là-dessus où on est un petit peu en retard, où on a des programmes qui sont un petit peu longs et donc qui ne produisent pas les résultats. Si on regarde un petit peu les initiatives qui ont été faites dans d'autres pays, on peut voir que souvent ce sont des initiatives sous-régionales ou régionales qui permettent justement d'avoir des programmes qui vont être des programmes communs à différents pays et qui permettent aussi aux pays de se challenger entre eux. C'est vrai que si on se challenge juste par rapport à nous, on n'ira pas bien loin, mais si on regarde au Kenya, si on regarde dans d'autres pays, dans d'autres nations, et qu'on voit que dans ces pays-là, il y a des approches qui fonctionnent et qu'ils ont des résultats et des chiffres, là on peut se mettre en question de façon un peu plus intelligente. Mais ça avancera. Vous avez l'air optimiste. Je crois que nous sommes condamnés à avoir une société inclusive et en particulier dans une Afrique où on a plus de 50% de la population qui est jeune, on est condamné à avoir une société plus équitable, plus juste, plus inclusive. Donc c'est un impératif si on veut vraiment maintenir une certaine stabilité dans nos économies. Alors, Reine Bang et Sokmadje, parlons davantage encore du parcours, du profil qui est le tien. Aujourd'hui, experte internationalement reconnue
donc pas seulement au Cameroun, mais à l'échelle du monde, et avec la place et le volume que vous avez au JICAM, et celles qui vous regardent, peut-être un peu plus jeunes ou de votre génération, ou même plus mûres, mais qui aimeraient avoir un volume comparable au vôtre, se demandent comment on se fabrique. Prenons votre parcours, vous terminez, voilà, on peut en parler pour les jeunes qui vont regarder cette vidéo. Vous êtes formé ici pour le primaire et le secondaire, et puis vous allez à l'étranger, et puis vous devenez celle que vous êtes devenue. Racontez-nous ce parcours. Alors, ce parcours, je le raconte dans le livre Rising to the Top, où 54 femmes ingénieures, dont moi, racontent leur parcours. Pour ma part, je dirais comment on se construit, en tombant, en échouant. La plupart des gens vous disent pas ça, mais c'est la vérité. Et si on veut commencer par le début, j'ai eu mon bac à 17 ans et j'étais partie pour faire médecine. Et j'ai raté le PCEM1 à l'époque avec le numerus clausus 2 fois. Donc à 19 ans, je me suis souvenue d'une formation que j'avais eue au Cameroun pour les premiers et deuxièmes de classe parce que j'étais assez brillante. Donc j'avais eu mon bac avec mention et c'était une formation d'initiation à l'informatique. C'est d'ailleurs pourquoi je suis extrêmement engagée auprès des jeunes filles dans le domaine du numérique, parce que c'est juste cette petite étincelle-là qui m'a rappelé qu'il y avait un avenir, qu'il y avait des possibilités et qu'il y avait encore de l'espoir pour moi. Mais j'avoue qu'au deuxième échec de PCM1, j'étais vraiment perdue, mais vraiment perdue. Et donc, le fait d'échouer, le fait de se remettre en question, le fait de repartir dans des études, le fait de rentrer dans un circuit, moi j'avais fait un bac D, et là il fallait que je fasse de l'électronique, plus de mathématiques, plus de numérique, plus de technique, de réapprendre. Hein. Je me souviens, j'ai repris tous les cours des classes scientifiques de terminale française pour apprendre un peu ce que les autres avaient appris que moi je connaissais pas. Et donc ça m'a donné une capacité de travail que j'ai jusqu'aujourd'hui. Je crois que si j'étais pas passée par cette période-là, je pourrais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui. Donc souvent les gens me demandent mais comment tu arrives à faire tout ça? Bon, je crois que quand tu as la pression et que tu dois rattraper d'abord 2 années de ta vie que tu as perdu, plus tous les cours que tu as laissés il y a 2 années, donc les tiens même de bac tu t'en souviens pas, et apprendre ceux des autres, tu es obligé de faire un effort qui t'apporte quelque chose. Avec une pression particulière quand on est une fille à cet âge-là, selon vos souvenirs? Alors, selon mes souvenirs, moi, j'avais pas de pression, mais j'ai débarqué dans une salle de classe avec on était 2 filles, donc une blanche et moi, et la blanche était un peu sourde, malentendante, donc c'est vrai qu'on nous regardait un peu comme vraiment les spécimens de la classe. Évidemment, comme on était 2 filles, on s'est naturellement rapprochés, et je me souviens quand en BTS, en première année de BTS informatique industrielle, mon premier examen d'informatique, j'ai eu 3 sur 20. Je crois que j'avais pas une note comme ça depuis longtemps, autant que je m'en souvienne. Et alors, à l'époque, ça se fait peut-être plus aujourd'hui, mais à l'époque, vous étiez tous assis et le professeur blanc lisait les notes et chacun se levait pour aller. Donc déjà, tu es dans une classe où les gars se disent, mais n'a rien à faire ici. Et en plus, tu as 3 sur 20, donc tu es dans les derniers. Et donc, je me suis levée pour aller chercher ma feuille. I can hear them laughing at you. Yes, they're laughing. But notre prof m'a dit, je pense que ce sera ta dernière note en deçà de la moyenne. Et je lui ai dit, je crois aussi, monsieur. Et quand je suis repartie m'asseoir, ça a été la dernière. Après, j'ai été 2e de la classe, 1re de la classe. Et donc, c'est ce travail-là. Donc, comment on se construit? On échoue. On pleure parfois. On ravale ses larmes. On rassemble son courage et on y va. Aujourd'hui, entrepreneur, mais avant ça, il y a eu la case salarié. Je pense que c'est une expérience qui peut parler à certains aussi, qui se trouvent dans cette case-là assez confortable, qui sont un peu tentés par l'entrepreneuriat, notamment dans le digital, mais qui ont du mal à lâcher la branche à laquelle ils sont accrochés. Toi, comment ça s'est passé? Alors, d'abord, j'ai beaucoup changé de métier, d'entreprise. Et je me souviens que quand les recruteurs me regardaient, à l'époque déjà, tu es camerounaise,
Donc tu es une étrangère, tu papillonnes d'une entreprise à une autre. Je me disais, mais vraiment, bon, tu n'es pas vraiment le profil. D'abord, tu n'es pas le profil idéal. Tu es une femme dans le domaine des télécoms. Tu ne rentres pas tout à fait dans les cases. Et en plus, on ne sait pas trop où te situer. Alors, un coup, tu fais la cybersécurité. Après, tu fais avant-vente. Et puis, après, tu fais du conseil. Donc, bon, c'est un peu compliqué. Et finalement, un jour, j'ai réfléchi, je me suis dit, je suis inadaptée professionnelle, je ne vais pas m'en sortir. Comme je veux faire plein de choses et que dans une entreprise, on ne me laissera jamais le faire, autant créer mon entreprise et créer moi-même le job que je veux. Voilà. So what did you do concretely? You gave your, comme on dit en français, tu as démissionné, and then you create your enterprise, or you create your enterprise while continue to be in those companies. Okay, let me did you proceed? Stop here to give an advice. Do not use someone else's company to finance your own. I quit, I resigned, and then I went without anything to start my own company. It wasn't a 50-50 or something in parallel. It was a clear decision, shared with my boss at that moment, and that without was any fear, financially, for example? Yes, a lot. A lot of financial fear, and especially it took me, I think, 3 years to share with my parents the fact that I have resigned. They were thinking that I was working in that company. I couldn't tell them at that moment that I have, just quit my job like that, and that I have started my own company. C'est pas facile de faire ce genre de choses, notamment en ce qui concerne le numérique, le digital, qui à l'époque déjà était assez nouveau. Aujourd'hui encore c'est difficile, mais à ce moment-là, comment arrivais-tu à croire que tu vas pouvoir faire cette entreprise, te lancer dans cette aventure et qu'il va y avoir du succès? Alors, on ne croit pas. L'entrepreneuriat, c'est une aventure sans filet, sans parachute. Il faut avoir une passion, se lancer. Je sais que certaines personnes se lancent souvent avec la passion de devenir riche, mais il faut surtout se lancer avec la passion de faire quelque chose, parce que c'est probablement dans les premières années la seule satisfaction que l'on a, le fait de faire ce qu'on aime, d'être épanoui. La première satisfaction n'est pas toujours financière. Et dans mon cas, justement, c'est pour ça que j'avais très peur d'avouer à mes parents qu'après qu'ils aient investi tout leur argent pour financer mon école d'ingénieur, j'avais gentiment laissé mon travail pour aller à l'aventure. Et je dois dire que 3 ans après, quand j'ai avoué à mes parents que finalement j'avais créé mon entreprise, pendant, je pense, 4 ans, ils n'ont pas cessé de me dire « c'est bien, mais tu sais, tu peux repartir quand même travailler, puis tu continues tes petites activités à côté, etc. » Donc, ça demande du temps pour convaincre votre environnement proche, qui ne croit pas souvent, pour vous affirmer dans cette position-là. Je crois qu'aujourd'hui, ils ne regrettent pas. D'ailleurs, mon père est mes parents sont très, très, très fiers. C'est fou parce que bon, à l'époque, on me disait, je crois que c'est bien, tu as déjà montré que tu peux créer une entreprise, repars maintenant dans le salariat. Et donc, il y a pas de garantie, il n'y a pas de filet. On peut y arriver comme on peut ne pas y arriver. On peut essayer peut-être 3 fois, on peut créer 3-4 entreprises, échouer, et puis un jour ça marche. C'est des choses qu'on nous enseigne pas beaucoup dans le système francophone, mais dans le système anglo-saxon, l'échec fait partie de l'apprentissage. And now I am interested to know how your business grew up, the various steps. Okay, so first of all, we were working for, I was working actually for one company, so I did it during 3 years. And then they wanted to hire me and to pay me the same amount I was getting from being, a subcontractor to that company. I finally decided that I should, go on my own and try to get new customers. And I started working on project funded by the World Bank. It was very difficult at the beginning because it was only reserved for very big company. I attended a lot of fairs, a lot of conferences, meeting, workshops, just to understand
some of the skills those foreign consultants those foreign consultants had, and from that, I try to improve my own self to better present the company, to get my first references, because it's mostly about references, to get my first references, and to starting my business step by step. Il faut trouver des clients, il faut démarcher des clients, il faut convaincre des clients. Comment tu t'y prenais? Alors, pour convaincre les clients, il faut dire que pendant 2 ans, je me suis investie à faire du commercial au Cameroun et j'ai eu 0 revenu. 0. Pas 1, 2, 0. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis fermée. On va regarder aussi ailleurs. Et c'est pour ça que c'est bien de commencer un peu tôt. Parce que quand on est jeune, on a une certaine insouciance. Donc, j'allais dans des pays, au Congo, par-ci, par-là. J'allais toquer dans les portes des DG et ils me regardaient, ils me voyaient débarquer, expliquer mon affaire. Et finalement, certains arrivaient à me regarder et disaient, on va t'aider un petit peu. On va te donner un petit contrat pour voir. Donc, on te donne un petit contrat pour voir, tu t'appliques à bien le faire. Ensuite, on t'en donne un autre, tu t'appliques à encore mieux le faire, et ainsi de suite. Et après, tu gagnes tes lettres de noblesse. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine parce que, comme j'ai dit, entre 2009 et 2011, j'ai cravaché pendant 2 ans sans rien avoir. Et puis un jour, il y a eu une porte qui s'est ouverte au Congo et ça a été le début. Et les portes se sont ouvertes un peu partout. Et vraiment, je ne me suis pas fermée à un pays. J'ai essayé de chercher un petit peu partout où je pouvais avoir du business. Mais il faut bien se financer dans cet espace, dans ce moment de recherche, de début. Un tuyau pour celles qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent, comment on fait? Comment on fait? On n'a rien, on a abandonné son emploi, on a décidé de créer une entreprise. Dans un premier temps, on n'a pas de clients, mais on veut démarcher au-delà des frontières camerounaises. Alors, dans l'alphabet de l'entrepreneur, le A, c'est pour act like an ant. Ant, c'est la fourmi. Et donc, ce que j'avais écrit ici, c'est Management is about financial decision making. An ant has a savvy entrepreneur's character for the 21st century economy. Ça veut dire que, comme on le dit, la cigale et la fourmi, la cigale a chanté pendant tout l'été, pendant que la fourmi a amassé ses provisions. On a des phases où on a de l'argent et puis des phases où on n'en a pas. Et donc, quand on sait économiser, mettre de côté, lisser, gérer ses investissements, prendre le coût de ses billets, le mettre de côté, parce que moi, mes clients, je les trouve dans des conférences internationales. Donc, je dois financer les conférences pour pouvoir rencontrer mes clients. C'est donc mon point de dépense principal. Comme je suis une femme, je n'ai pas besoin d'acheter une grosse voiture. C'est vrai que j'achète beaucoup d'habits, mais pas de grosses voitures. Je n'ai pas besoin d'entretenir beaucoup de bureaux. Donc, cet argent-là, je peux le réserver à financer justement ce qui est utile et faire des planifications comme ça sur 12 ou 18 mois pour gérer ma trésorerie. Est-ce que tu dirais que dans le digital, dans l'économie numérique, c'est beaucoup plus facile de start a business et succeed que dans les autres domaines? Non, pas du tout. Je pense que vraiment chaque domaine... Parce qu'on pourrait avoir l'impression que comme c'est dématérialisé, on va dire, peut-être que l'investissement n'est pas forcément aussi lourd qu'ailleurs. Il y a beaucoup d'informels dans le digital, mais avoir une entreprise formelle, ça coûte énormément d'argent. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui vendent sur les réseaux sociaux, si demain elles étaient taxées, si elles devaient déclarer, si on devait suivre leur chiffre d'affaires, je vous garantis qu'elles ne le feraient plus. Donc, les entreprises établies formellement dans ce domaine-là savent que c'est quelque chose qui est extrêmement consommateur de ressources financières parce qu'il faut investir, il faut renouveler ses équipements, la technologie évolue, il faut s'arrimer, etc. Donc, quel que soit le business que l'on commence, la question est toujours simple. Quelle est mon offre? Est-ce qu'il y a une demande? Et dès qu'on trouve le point d'équilibre entre l'offre et la demande, ça marche. Après,
en fonction du domaine dans lequel on évolue, on peut avoir des difficultés. Ça veut dire que si je suis un agriculteur, peut-être que j'ai mon terrain au Cameroun et donc je n'ai pas à m'approvisionner en équipements qui viennent de l'étranger. J'ai peut-être une moindre dépendance avec l'étranger, mais néanmoins, il peut y avoir des changements climatiques qui perturbent ma production et donc qui impacte négativement mon chiffre d'affaires. Donc je crois que dans un monde, comme j'ai l'habitude de le dire, un monde VUCA, c'est-à-dire un monde qui est volatile, qui est incertain, qui est complexe, qui est ambigu, il est difficile pour tout le monde. Et là-dessus, peut-être que ce que le digital nous apprend, c'est qu'on a besoin d'être agile pour s'en sortir, qu'il faut de l'agilité, qu'il faut pouvoir s'adapter facilement au nouvel environnement, prendre des décisions rapidement. Et donc, voilà peut-être l'avantage que nous, venant de cet environnement tech, nous avons, mais clairement, c'est difficile pour tout le monde. Ça peut être facile d'être agile, soit en tant qu'entrepreneur, mais il y a ce moment dans l'entrepreneuriat où on ne peut plus tout faire seul. Parce que tant qu'on est seul, on cale son agenda, on travaille jusqu'à pas d'heure, etc. Et puis il y a le moment où le business commence à demander de recruter, d'avoir des collaborateurs. Et c'est souvent à ce moment que les entreprises sombrent. Quels sont les conseils que tu peux donner à ceux qui sont rendus à ce niveau-là où ils prennent leur affaire à cœur, mais ils doivent maintenant travailler avec des gens qui n'ont pas forcément perdu le sommeil pour cette entreprise, qui n'ont pas forcément transpiré, qui n'ont pas forcément la grande envie de succès qui est la leur. On a 3, 4, 5 collaborateurs qui sont un peu en dilettante, parfois pas tout à fait formés. Comment tu as traversé ce moment? Alors, la première nouvelle, c'est que j'y suis encore. Alors, tu as quand même aujourd'hui, on va dire, une dizaine de collaborateurs, oui, tout de même. Ok, oui. Je crois que ce qui est difficile, en particulier pour une entreprise qui fait de la croissance interne, c'est-à-dire que c'est sur fonds propres que l'entreprise grandit, ce qui est difficile, c'est de passer le cap, de passer ce cap-là. Ce que nous, on a fait dès le départ, c'est qu'on a beaucoup externalisé. C'est peut-être aussi un des avantages d'être issu de ce monde-là un peu tech, où l'outsourcing est quelque chose qu'on fait naturellement. Donc, toutes les fonctions qu'on a pu externaliser, on les a externalisées. Je dois dire, je donne un exemple. Nous, avant, au niveau de l'entreprise, on avait une personne qui faisait nos déclarations. Finalement, pour éviter différentes problématiques auxquelles on a pu faire face, c'est quelque chose qu'on a externalisé à une entreprise qui est payée chaque mois pour le faire et qui nous rend des comptes. Donc, ce qui est externalisable, vraiment, il ne faut pas avoir cette crainte de confier à un expert comptable, à une entreprise tierce, la gestion de certains domaines spécifiques où ça va vous prendre du temps pour contrôler, pour vérifier. Et en plus, parfois, vous serez sujet à des erreurs. Donc voilà, ça c'est le premier conseil. Je donne un autre exemple. Par exemple, notre filiale de Paris, on a un standard qui est externalisé. C'est-à-dire que c'est une plateforme où quand vous appelez, c'est notre numéro, mais vous appelez sur un service desk de personnes qui ensuite nous transmettent directement l'information. Bon, ayant travaillé dans les télécoms, c'était facile pour moi de le mettre en place. Mais ça me permet, quand je suis au Cameroun, s'il y a un appel ou une demande en France, de recevoir tout de suite un email et de pouvoir appeler derrière. Donc, tout ce qu'on pouvait externaliser, on l'a fait. Au niveau maintenant du personnel, et ça peut-être un point pour nous les femmes, c'est vrai que on a peut-être pas cette mentalité du risque qu'ont les hommes. On est assez risque averse. Donc, chaque fois qu'il faut faire un pas, sauter dans l'inconnu, naturellement, on ne le fait pas. Donc, ce qu'il faudrait, dans un premier temps, c'est accepter de prendre des risques. Les personnes avec lesquelles on collabore, les collaborateurs, on peut se tromper. Beaucoup de fois, d'ailleurs. Au bout de plusieurs années ou tout de suite. Mais c'est de là qu'on apprend. Donc, accepter de pouvoir se tromper, prendre le risque de recruter des personnes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des conseils de la part d'entrepreneurs quand j'ai commencé, qui me disaient, je me souviens au début quand il fallait déposer les statuts de l'entreprise, j'ai un collègue qui m'a dit, ça coûte, pourquoi tu payes pas 500 € le comptable et il te fait ça? Et moi, je lui ai dit, pourquoi je vais donner 500 € au comptable alors que je peux le faire moi-même? Et il m'a dit, oui, mais calcule, si tu le fais toi-même, ça te prend combien de journées?
Donc j'ai calculé. Et il m'a dit, et une journée, ça te rapporte combien? J'ai calculé, bon, il valait mieux que je paye et que je fasse ce truc. Donc, en plus, je suis tranquille, c'est fait. Et moi, je peux... donc, chaque fois, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à mes tout débuts, mais chaque fois, j'applique cela. Chaque fois que je dois faire une action, je me demande quelle est ma valeur ajoutée à le faire par rapport à ma valeur ajoutée à ramener plus. Et dès que vous avez cette mentalité, vous prenez certaines décisions naturellement sans vous poser de questions. C'est vraiment la mentalité qu'il faut avoir, se dire le temps que je vais passer coûte combien et combien je pourrais rapporter à l'entreprise pendant ce temps-là. Alors, tu as été la jeune bachelière brillante qui s'est cassée la figure en médecine, qui a changé son fusil d'épaule, qui ne s'est pas senti bien dans la position de salarié, qui a à nouveau changé son fusil d'épaule et finalement ça a donné la success story dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Maintenant, avec le regard autorisé que tu as désormais sur le numérique, sur le digital, quels sont, on dit globalement comme ça, que oui, vraiment, c'est formidable, il y a beaucoup d'opportunités, on peut s'insérer, on peut évoluer en s'arrimant à tout ceci. Mais quelles seraient les niches, d'après toi, aujourd'hui, pour ceux qui voudraient saisir le coach? Quand on observe comment ça se passe, notamment au Cameroun, parce que c'est vrai que nous sommes regardés à travers le monde, mais c'est MTN Cameroun, ce sont les dames de MTN Cameroun qui nous offrent cette plateforme. Donc, quelles sont les niches qui te paraissent encore particulièrement porteuses aujourd'hui pour ceux qui souhaitent s'insérer dans le digital? Alors, il n'y a pas de secret, il faut suivre l'argent. Et donc, suivre l'argent, si on regarde MTN, qui nous fait le privilège de nous recevoir aujourd'hui, il faut regarder les axes de croissance, l'activité mobile money, le MoMo. Ensuite, si on suit toujours l'argent, aujourd'hui, les brouteurs gagnent beaucoup plus que les personnes qui travaillent, donc la cybersécurité. Et si on suit toujours l'argent avec la multiplication de ces technologies et ces plateformes de paiement, c'est la fintech. Donc, je dirais qu'à l'immédiat, en Afrique, tout ce qui va être autour de la finance digitale, de la cybersécurité, ou des systèmes et des moyens de paiement digitaux a vraiment un boulevard d'avenir. Un boulevard d'avenir parce que culturellement, je ne crois pas sincèrement que même si la plupart des Camerounais en avaient la possibilité, ils auraient une carte bancaire. Par contre, ils iraient plus naturellement vers des solutions innovantes comme leur portefeuille électronique, l'argent dans leur téléphone mobile, etc. Donc, culturellement, ces domaines-là ont plus de chances vraiment enfin, en tout cas, sont des niches. De l'autre côté, si on regarde au niveau mondial avec les évolutions, il est clair que tout ce qui va être autour des métiers de data scientist, de l'intelligence artificielle, de la e-santé sont clairement des secteurs d'avenir. Et là-dessus, en tout cas, et de la e-énergie aussi, c'est-à-dire que tout ce qui va être du on-demand service, comme on dit un peu en anglais, où on va pouvoir parler avec son client via une plateforme, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous n'avez plus besoin pour votre compteur d'électricité, vous n'avez plus besoin de forcément vous déplacer, vous faites tout en ligne. Donc, tout ce qui va être autour des services qui vont permettre justement de rendre le service aux clients à distance a vraiment un boulevard aussi. Et donc, je crois que ce sont quelques axes, en tout cas pour nous en Afrique et au Cameroun en particulier, qui ont de belles années devant. Je remarque que, à moins que j'ai été distraite, tu n'as pas évoqué ce que nous appelons au Cameroun, même si c'est réducteur, le commerce en ligne ou à distance, qui a tendance à faire florès. Ce serait pour toi accessoire et peut-être même que ça distrait des vrais enjeux de ce que les jeunes Camerounaises aiment appeler le gros argent. C'est pas dans cette vente-là qu'on le trouve. Alors, le e-commerce, globalement, dans le monde, croît à une vitesse exponentielle. C'est-à-dire que quand on prend les chiffres, c'est vraiment clairement ce qui a permis au fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, de devenir trillionnaire. L'ennui, c'est que c'est clairement pas ce que nous faisons. Alors, on a différents problèmes quand on veut adresser ça. Le premier problème, c'est la taille du marché.
Et moi, je dis toujours que quand Amazon s'adresse à des clients, il s'adresse au monde mondial. Nous, on va s'adresser aux Camerounais. Et donc, le fait de s'adresser à un marché qui est petit réduit encore vos revenus. D'accord? Donc, le premier problème, c'est la taille du marché. La deuxième problématique, c'est la régulation. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement aujourd'hui où il n'y a pas une réelle régulation et donc où, en plus de la régulation sur le e-commerce, on a des problèmes pour l'acheminement des marchandises, des biens et des services. Pour une simple raison, hein. Quand vous vendez ou vous achetez en ligne en Europe, vous donnez une adresse et on vous trouve. Ici, c'est un lieu dit. Ou alors il faut vous adresser à un point de dépôt. Donc structurellement, il y a des choses qui sont des niches, mais qui ont besoin d'un certain cadre, hein, d'un certain environnement, qui ont besoin qu'on autorise la signature électronique, qui ont besoin que les paiements digitaux soient démocratisés, qui ont besoin qu'il y ait un adressage physique des personnes, hein, qu'on sache dire que monsieur un tel est à telle adresse, qui ont besoin d'une identification digitale des personnes, donc un ensemble de choses qui ne sont pas encore réunies. Et quand ces choses-là vont être mises en place, évidemment, ce sera aussi une explosion. Donc, j'en ai pas parlé, non pas parce que ce n'est pas important ou ça ne marche pas, mais c'est simplement parce que de façon structurelle, on a encore quelques petites fondations à mettre en place pour permettre que ce domaine puisse éclore. Il est vrai que quand on regarde, par exemple, ce que font les transporteurs internationaux, aujourd'hui, ils travaillent beaucoup sur l'export, c'est vrai, de certains produits, mais là encore, ils se heurtent à la capacité de production. Il y a énormément d'exports, par exemple, de poissons fumés, mais quelle est la capacité de production de poissons fumés? Il faut une grosse industrie derrière pour pouvoir exporter beaucoup. Donc, on a quelques petites choses à régler au niveau de l'environnemental. Il faut pouvoir développer une industrie forte pour avoir des choses à vendre en ligne. Alors, à propos d'environnement, de l'économie numérique, on a évoqué pas mal d'acteurs, mais on ne saurait terminer, même si nous sommes si gentiment invités par on va dire quoi, Yellow Women, on ne saurait terminer sans évoquer quand même le rôle des opérateurs de la téléphonie, des fournisseurs, n'est-ce pas, de data et qui s'occupent du réseau. Est-ce que aujourd'hui, tel que c'est organisé au Cameroun, ce qui est donné aux Camerounais pour avoir une chance de s'arrimer est à la hauteur des enjeux, des défis? Alors, question embarrassante, je sais, mais on aurait voulu de terminer cet entretien sans dire un mot dessus. Je crois que clairement, on a des sujets pour mieux organiser le secteur. Et je pourrais pas, de ma position de président de la Commission économie numérique, ne pas dire que les problèmes de qualité de service impactent les entreprises, impactent les citoyens, que l'on est encore sur des coûts qui peuvent être importants. Et là, je parle pas forcément du coût simplement à l'achat. J'englobe dans ce coût-là les pertes de qualité, les pertes de service, les pertes de réseau, la lenteur dans le débit de téléchargement ou d'upload des données. Donc, il y a clairement des choses à faire. Et on ne peut pas vouloir que l'économie numérique se développe si on n'a pas un minimum en termes de qualité de service, si on n'a pas une bonne expérience en termes de qualité d'expérience utilisateur. Donc, de ce point de vue-là, d'un point de vue de la régulation, d'un point de vue des infrastructures, ou en tout cas de la gestion de notre patrimoine d'infrastructures numériques, on a clairement la mention « peut me faire ». Est-ce que c'est un élément dont il faut particulièrement tenir compte quand on envisage de se lancer dans un business au niveau de l'économie du digital? Est-ce qu'il faut absolument envisager ces difficultés et se poser la question de leur impact sur la progression de son entreprise? Tout à fait. Je vais donner un exemple simple. Si vous êtes une entreprise qui fait dans le call center, parce qu'au Cameroun, vous avez une population bilingue, vous avez un atout. Par contre, pour faire du call center à l'heure actuelle, vous devez pouvoir recevoir les appels en voie sur IP, donc par l'Internet. Alors, imaginez que vous ayez une très bonne connexion fibre optique pour pouvoir recevoir et acheminer les appels vers vos opérateurs du call center, et qu'à un moment donné, pour une raison ou une autre, qui est une interruption, une coupure de cette communication-là, vous êtes obligé d'avoir ce qu'on appelle dans notre jargon un lien de secours par satellite, qui va vous coûter beaucoup plus cher
que votre fibre optique avec un débit un peu moins intéressant et une qualité aussi de service un peu moins intéressante, mais c'est des coûts que vous allez supporter. Donc, à chaque fois que vous allez être sur des prestations qui vous demandent d'échanger de la donnée, et là, j'ai pris le cas d'un call center, mais on peut en prendre plusieurs, l'interruption de service a un coût pour vous. Imaginez, vous avez une plateforme de e-commerce et puis il y a une interruption de service. L'interruption de service a un coût. Et donc, ce coût-là peut freiner ou vous faire perdre votre business. Je crois que tous les Camerounais ont au moins eu une fois cette expérience où vous arrivez à la banque et on vous dit que vous ne pouvez pas faire une opération parce que il y a un problème sur le réseau. Je crois qu'au XXIe siècle, ce n'est plus normal. Alors, on va en terminer par l'évocation de, évidemment, avant cet entretien, tu insistais beaucoup sur le fait qu'un homme, une femme, l'essentiel, c'est un manager qui maîtrise son business. Mais ta trajectoire indique que tu as commencé comme une jeune femme. D'ailleurs, tu l'as indiqué à un moment pas très... qui n'avait pas absolument besoin de tenir compte notamment des charges familiales. Mais avec le temps, ça a évolué. D'ailleurs, je ne trahis pas un secret en indiquant que ça a commencé Reine Esop Madjé et puis c'est devenu Reine Bang Esop Madjé. Ça compte aussi quand on est une femme et qu'on veut engager un business. À un moment, on est un peu rattrapé par notre culture, par notre société, par l'environnement familial. Quelles sont les clés dont toi tu as usé pour arriver à manager? Alors là-dessus, je dirais que je suis assez nulle. Il faut savoir reconnaître. Comme ça, quand M. Mbang va voir l'émission, il ne dira pas que j'ai menti. Je dirais que je suis assez nulle. Mais j'écoute beaucoup ce que les aînés font, ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont mis en place comme astuce. Et en particulier, dans le livre où nous racontons notre expérience, j'ai lu un petit peu les parcours des autres femmes. Je crois que quand on arrive à réussir, quel que soit ce qu'on veut engager comme initiative, le succès ne dépend pas toujours que de votre capacité à faire ou à savoir faire. Le succès dépend aussi des gens qui vous entourent et du support qu'ils vous apportent. Et je pense que c'est tout à fait vrai, même dans le domaine privé. C'est-à-dire que les personnes qui vous entourent, le support qu'elles peuvent vous apporter vont faire la différence. Ça commence par votre partenaire immédiat. Ça se termine souvent chez votre maman qui garde les enfants. Mais c'est vraiment ces personnes qui sont, comme on dit en anglais, supportive. Et c'est ça qui fait toute la différence. Vous pouvez avoir toutes les capacités du monde, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas être partout à la fois. Vous ne pouvez pas tout gérer. Si vous avez autour de vous des personnes qui vous apportent leur soutien, ça ne diminue, en tout cas, ça n'enlève pas la charge, mais ça la réduit fortement. Le grand déchirement, c'est souvent qu'est-ce qui est le plus important? L'entreprise pour laquelle je n'ai pas dormi depuis de très nombreuses années ou la famille que je suis en train de fonder? Alors, ça c'est une vraie question que je pense nous nous posons toutes à un moment donné. Parce que du fait que nous soyons des femmes, c'est souvent ce qu'on nous met en perspective. On te dit, mais toi, tu es carriériste, tu n'es intéressé que par ton entreprise, etc. Pour moi, c'est un faux débat. Parce qu'on ne dirait jamais à un homme, il est carriériste, même s'il reste au boulot très tard. Chacun d'entre nous a des engagements, des responsabilités. Le vrai débat, c'est à quel moment est-ce que je n'assume plus mes engagements et mes responsabilités. Et donc, c'est à chacune, en fonction de sa situation personnelle, de la façon dont sa relation, enfin des bases sur lesquelles elle a établi sa relation, parce que nous n'établissons pas nos relations toutes sur les mêmes bases. C'est en fonction des bases sur lesquelles elle a établi sa relation qu'elle doit mettre le curseur là où ça va bien. Évidemment, il faut pouvoir aussi mettre tout ça à la lumière des compromis que l'on fait dans un couple. Donc, je crois que c'est à chacune d'évaluer. J'ai souvent tendance sur ces sujets-là à ne pas donner de conseils parce que je ne pense pas qu'il y ait de conseils dits, auquel cas nous aurions toutes la même vie. Mais il est clair que, en particulier pour nous, les femmes africaines, on a de la part de pour nous les femmes africaines, on a de la part de nos familles,
de la part de notre environnement proche, toujours des réflexions dans ce sens-là. Et c'est aussi une responsabilité de notre part de faire évoluer les mentalités, de comprendre qu'une femme peut être tout à fait épanouie dans son travail, tant qu'elle est épanouie à la maison, et que ce n'est pas l'un ou l'autre, hein, elle est épanouie dans tous ces environnements-là. Petite anecdote quand même sur le sujet, c'est pour ça que je dis que je suis un peu nulle sur cette question, c'est qu'un de mes clients, à l'époque, un jour, m'a fait asseoir dans son bureau, et il a pris une feuille et s'est mis à dessiner le parcours de la vie d'une femme avec ses centres d'intérêt. Donc il m'a dit au début, quand elle est mariée, son centre d'intérêt c'est son mari. Après, le mari s'occupe d'autres choses. Son centre d'intérêt devient les enfants. Et après, les enfants deviennent grands et son centre d'intérêt devient le travail. Et puis à côté, il a fait un schéma. Il a dit, toi, c'est travail, 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 travail. Non, en fait, j'ai vraiment la chance de faire quelque chose qui me passionne, que j'aime beaucoup. Ça ne veut pas dire que c'est ma seule passion, mais chaque chose que je fais à 100%. Ça a été un très grand plaisir, je l'ai dit, d'entrée de jeu. Et je reste sur la même impression à la fin de cette conversation, Ren Bang et Sopmadje. Et je voudrais te redire ma fierté à titre personnel, mais je suis sur la fierté de toutes les Camerounaises de se rendre compte que finalement nous avons pu conquérir la première vice-présidence du JICAM. Ce n'est pas un laurier des moindres. Merci d'avoir accepté de venir avoir ce petit moment avec les dames de MTN Cameroun. Et peut-être qu'avant qu'on ne conclue cet entretien, certainement un mot en direction de toutes ces dames qui se montrent si soucieuses de faire partie du mouvement d'émergence de toutes les Camerounaises. Alors je dirais que d'abord je suis très fière et vraiment très honorée parce que je crois que cette position au JICAM, c'est d'abord une victoire pour toutes les femmes qui se sont impliquées dans cette organisation patronale et toutes des femmes de qualité. Et finalement, je n'ai été que le drapeau de toutes celles qui ont travaillé en back-office pendant longtemps. J'ai une citation qui m'accompagne depuis que j'ai créé mon entreprise, c'est que je me dis toujours, vraiment c'est une citation de Peter Drucker qui dit que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Je crois que nous aspirons toutes à un monde meilleur, à un monde plus inclusif, et nous pouvons le créer d'abord dans un microcosme, celui de nos entreprises, où nous pouvons donner des chances à des femmes, soit en tant que salariés, soit en tant que partenaires d'affaires. Nous pouvons vraiment faire de la sororité l'exception de la règle qui est communément dite, où on dit que les femmes se jalousent entre elles, etc. Moi, c'est absolument quelque chose auquel je ne crois pas. Je pense que bien au contraire, on est très solidaires. C'est une solidarité qui a commencé dans les tontines et c'est une solidarité qu'on peut mettre en œuvre dans le monde professionnel. Voilà, donc je ne peux que nous encourager à encore nous donner le bras d'association pour ensemble tracer le sillon de cette nation que nous voulons. L'émergence au Cameroun, on parle de chiffres et autres. Je crois que l'émergence au Cameroun, c'est d'abord d'avoir réellement des hommes et surtout des femmes qui participent à la croissance économique de cette nation. Merci Ren Bang et Sopmadje. Merci à vous Yellow Women. Mesdames, Messieurs, restez connectés sur les plateformes de MTN pour ne pas rater la prochaine édition du Yellow Women Talks.